Donc, quoi de neuf? Je vais essayer de vous résumer ce qui a été dit dans deux publications récentes, celle de l'ESBGAN, qui n'est pas encore publiée, et qui est lisible sur le site, mais qui n'est pas encore publiée, et celui de la Société française d'allergologie, qui a été publié en fin 2022, donc relativement récemment. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Tout d'abord, en termes de prévalence, le point important, c'est que l'allergie aux protéines de vache est surdiagnostiquée. Vous voyez, dans les études européennes, sur près de 10 000 enfants suivis jusqu'à l'âge de 2 ans, la PLV a été suspectée chez un grand nombre d'enfants, 4%, c'est quand même beaucoup, et confirmée chez 0,59. C'est un peu ce que disait M. Ponvert tout à l'heure, entre la différence quand on suspecte une allergie médicamenteuse et quand on la confirme, il y a souvent un gap entre les deux. Donc la PLV est une maladie rare, moins de 1% en Europe, ça doit être la même chose au Maroc. Quelques mots sur la présentation clinique, je ne vais pas vous refaire un cours, mais c'est ce qui est mis dans l'article qui va sortir. Devant un RGO qui résiste, tout à l'heure vous avez posé la question à Marc Belaïch, devant un RGO qui résiste au traitement habituel, n'oubliez pas de penser à l'allergie aux protéines de vache chez le nourrisson. Mais là encore, le RGO est fréquent, moins de 1% des RGO révèlent une allergie aux protéines de vache. Donc, il faut l'évoquer, mais pas trop. La constipation, c'est encore moins, j'allais dire, pareil, devant une constipation inhabituelle qui semble résister aux thérapeutiques usuelles, eh bien, il faut évoquer une allergie aux protéines de vache, mais dans mon expérience, c'est exceptionnel. Enfin, Marc l'a évoqué aussi tout à l'heure, c'est les coliques. Une question qui avait été posée. Et donc, dans l'article de l'ESBGAN, de la Société européenne, ils disent bien que des pleurs isolés, j'ai bien dit des pleurs isolés, ne doivent pas faire évoquer une APLV. En revanche, si les pleurs sont associés à un autre symptôme, un retard staturo-pondéral, une diarrhée, n'importe quel autre symptôme, là, on a le droit de l'évoquer. Mais Marc l'a dit aussi tout à l'heure très clairement, devant ces formes non IgE médiées, on a le droit de l'évoquer, mais il faut très vite le confirmer ou l'infirmer. Donc je rappelle l'inefficacité notamment des IPP dans les pleurs isolés du nourrisson. Il parle aussi, toujours dans l'article, je n'ai pas tout mis bien sûr, mais les points qui me paraissaient importants, de la proctocolite allergique. Donc c'est une situation qui est relativement pas fréquente, mais qui se voit notamment quand on est spécialiste. Vous savez, ce sont ces rectorragies qu'on voit chez des jeunes nourrissons, parfois des nouveau-nés, qui sont soit alimentés au lait infantile, soit allaités. Et d'ailleurs, ça survient plus souvent chez les nourrissons allaités. Ah, j'ai oublié la flèche, c'est que moi qui vois. Chez les nourrissons allaités que chez les nourrissons alimentés avec un lait infantile. Ce qu'il faut savoir, ça impressionne toujours les parents, de voir du sang dans les selles, c'est toujours extrêmement impressionnant pour tout le monde, les parents et le médecin. Et là, ils insistent bien, et j'ai trouvé ça assez courageux, parce que généralement, ils ont tendance à faire beaucoup d'examens, en disant d'abord qu'il ne fallait pas faire d'exploration. Nous, ces enfants-là, on les voit souvent, ils ont subi, le terme est choisi, une rectosigmoïdoscopie qui ne sert à rien. Alors, chez les nourrissons non allaités, c'est difficile de ne pas faire une exclusion des protéines du lait de vache pour confirmer le diagnostic, exclusion-réintroduction. Mais, et c'est nouveau, parce que moi, je disais pas autant, mais chez les nourrissons allaités, on exclut les protéines du lait de vache uniquement dans les cas sévères. Ça veut donc dire qu'un enfant qui a des rectorragies, alors qu'il est allaité, avec une maman qui n'est pas très inquiète parce que vous l'avez rassurée, eh bien, on ne fait rien. On rassure juste la maman, c'est un peu ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'il faut savoir attendre. Et ce sont des rectorragies qui disparaissent à l'arrêt de l'allaitement et donc qui disparaissent parfois après plusieurs mois. Les enfants saignent tous les jours, ils ne se déglobulissent pas. Et donc, dans tous les cas, on y reviendra largement, n'oublions pas, Marc l'a dit tout à l'heure, le TPO 2 à 4 semaines plus tard. Là, c'est un travail qu'on avait publié avec Anaïs Lemoine pour vous montrer que ces situations sont des situations bénignes. Donc, pour entrer dans l'étude, il fallait que les nourrissons aient une rectorragie, des rectorragies, à moins de 4 mois, et que ces rectorragies aient guéri après exclusion des protéines du lait de vache. Donc, vous voyez, c'est le tableau typique, rectorragie, on retire les protéines du lait de vache, les rectorragies disparaissent.
Donc on a tendance à dire c'est une allergie aux protéines du lait de vache. Et 4 semaines après, en moyenne, les enfants ont eu un TPO. Dans 2 tiers des cas, les rectorragies n'ont pas récidivé. C'est énorme, dans 2 tiers des cas. Ça veut donc dire que si on avait posé le diagnostic devant les rectorragies qui avaient guéri après exclusion des protéines du lait de vache, ces enfants seraient restés des mois avec un régime sans protéines du lait de vache, inutilement. Alors pourquoi? Est-ce que c'était pas une allergie aux protéines du lait de vache ou est-ce que c'est une allergie qui a guéri au bout de 4 semaines? Je pense sincèrement, on n'a pas la réponse, mais je pense sincèrement que c'est une allergie bénigne qui guérit après 4 semaines d'exclusion. D'où l'importance de faire un TPO 4 semaines plus tard. Bon, dans le tiers des cas, ça avait récidivé, donc ça avait été confirmé. Alors là, ce n'est pas lisible, mais ce n'est pas fait pour être lu. C'est juste pour vous rappeler qu'on avait fait un pas à pas avec Anaïs Lemoine sur les rectorragies du nouveau-né exclusivement allaités. Je vous laisserai le découvrir. Et il est plus agressif, j'allais dire, parce qu'on a tendance quand même, après 4 jours, de faire une exclusion des PLV chez la mère, alors que les nouvelles recommandations de l'ESGAN, comme je vous l'ai dit, proposent de ne rien faire. C'est-à-dire qu'un enfant qui va bien, qui n'a pas de rectorragie sévère, eh bien, on va simplement le surveiller et rassurer la maman. Alors, on continue avec ce qui se dit sur le diagnostic. Rien de trop nouveau, c'est des choses qu'on connaît, mais ça fait toujours du bien un peu de le rappeler, que dans les formes IgE médiées, la clinique, lorsqu'elle est typique, ne demande pas de confirmation obligatoirement, mais c'est dans ce cas-là qu'on peut avoir des IgE spécifiques et des prick tests positifs. Les tests de provocation orale, pour confirmer les formes douteuses, doivent se faire exclusivement à l'hôpital, pas au domicile. Dans les formes non IgE médiées, dont on a un peu parlé, le TPO doit être systématique, 2 à 4 semaines, et ça peut se faire au domicile, sauf dans les syndromes d'entérocolites induites par les protéines alimentaires typiques, où là c'est suffisamment dangereux pour le faire à l'hôpital. Les patch tests, M. Ponvert a parlé tout à l'heure des patch tests, c'est assez controversé dans le milieu de l'allergologie, mais en tout cas, les gastro-entérologues et les SGAN écrivent clairement, encore une fois, là je répète ce qui est écrit, et nous on n'en fait plus, les patch tests ne sont pas recommandés. Et tous les autres tests qu'on peut éventuellement faire, tests d'activation des basophiles, les IgG anti-PLV, calprotectine, etc., ne sont pas recommandés. Alors, combien de temps il faut attendre pour voir si l'exclusion a été efficace? En réalité, il répète un peu la durée qu'il faut attendre. Dans les formes non IgE médiées, si au bout de 4 semaines, ça ne s'est pas amélioré, c'est que ce n'est pas ça. Et dans les formes IgE médiées, là, j'ai été étonné qu'ils mettent 1 à 2 semaines, parce que généralement, dans les formes IgE médiées, l'effet est immédiat. Bon, j'ai bêtement recopié. Par contre, un point important, vous savez que dans toutes les publications, c'est des tests de provocation orale en double aveugle. Et là, ils écrivent clairement qu'en clinique, bien évidemment, on n'a pas besoin de faire en double aveugle. Alors, on continue avec le traitement, avec le choix de la formule en première intention. Sont mis au même niveau les hydrolysats extensifs de protéines du lait de vache, que ce soit sous forme de caséine ou de protéines solubles, ou les hydrolysats de riz. Par contre, les formules à base de protéines de soja ne doivent pas être utilisées en première intention. Il parle bien sûr des phytoœstrogènes qui font part à tout le monde, mais qui sont un faux problème. Et c'est surtout l'allergie croisée qui est plus fréquente. Après se pose le problème des formules à base d'acides aminés sans lactose. Donc, dans les formes sévères et dans la dénutrition, il recommande ça. J'avoue que, et je vais travailler prochainement là-dessus, donc j'aurai plus d'éléments. Dans mon service, sauf dans les formes très très graves, on a tendance à toujours commencer par des hydrolysats extensifs de protéines du lait de vache, et en cas d'échec, passer aux acides aminés. Ce n'est pas ce qu'ils disent, hein. Eux, ils disent, dans les formes sévères, on passe d'emblée aux acides aminés. Alors pourquoi cette attitude? Tout simplement parce qu'il y a des éléments qui laissent penser, avec des publications toutes récentes, que l'acquisition de la tolérance se fait plus tardivement chez les enfants qui ont une formule à base d'acides aminés que chez ceux qui ont un hydrolysat extensif de protéines du lait de vache. Donc, moi, j'ai tendance, sauf cas particulier, à commencer par les hydrolysats
extensif, même dans les formes sévères. Une autre question aussi qui a été débattue, c'est est-ce que donner des protéines de riz, pour les mêmes raisons, hein, parce qu'il n'y a pas de stimulation par des petits peptides, est-ce que donner des protéines, un hydrolysat de protéines de riz ne pourrait pas retarder l'acquisition de la tolérance? Dans ce travail publié et ancien, 92 nourrissons avec une APLV IgE médiée qui ont été randomisés pour recevoir soit un hydrolysat de riz, soit un hydrolysat extensif de protéines du lait de vache, vous voyez que l'acquisition de la tolérance se fait au même moment. Et dans ce travail qu'Anaïs Lemoine et d'autres ont fait et qui est en cours de publication, de rédaction, c'est la même chose. 105 nourrissons avec une allergie aux protéines de vache, randomisés pour avoir du riz ou un hydrolysat extensif. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative, mais là, c'était randomisé cette fois-ci, mais la tendance dans le groupe qui avait du riz, c'est d'être tolérant, peut-être une tendance à être tolérant plus rapidement. Donc, le DRACMA en 2023 avait donné cet organigramme que vous connaissez très très bien. Quand vous suspectez une allergie aux protéines de vache, vous excluez les protéines du lait de vache. Si les symptômes disparaissent, vous faites une réintroduction 2 à 4 semaines plus tard. Si les symptômes récidivent, l'allergie aux protéines de vache est contrôlée. Si les symptômes ne se résolvent pas, c'est que ce n'est pas une allergie aux protéines de vache. Et si au moment de la réintroduction 2 à 4 semaines plus tard, il n'y a pas de récidive, c'est que soit ce n'est pas une allergie aux protéines de vache, soit l'allergie aux protéines de vache a guéri. La prise en charge nutritionnelle, ils en parlent dans l'ESBGAN, avec notamment le risque de carence en calcium, parce que lorsque les enfants vont être diversifiés, ils ne peuvent plus compenser éventuellement une diminution des hydrolysats par des produits laitiers, qui est la source de calcium, d'où l'importance d'utiliser les hydrolysats 2e et 3e âge les plus riches en calcium. Je ne sais pas comment c'est au Maroc, mais en France, ça va de 59 mg pour 100 ml à 87. Donc vous voyez, donc faut regarder les compositions. Il y a des laits qui sont pauvres en calcium, notamment les laits bio. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de laits bio ici, mais les laits bio ont une très mauvaise concentration et il faut fuir les laits bio, le bio général d'ailleurs. Et bien évidemment, si l'enfant ne reçoit pas assez de calcium, eh bien, il va falloir le couvrir. Je vous rappelle les besoins, 280 mg avant 1 an, donc vous faites une multiplication, la concentration en calcium, multipliée par le volume que l'enfant boit. Si ce n'est pas atteint, vous donnez du calcium. Agnès Linglard, qui n'est pas là, dirait que si on n'en donne pas assez, il risque d'avoir des fractures plus tard. Enfin, le point le plus polémique, en tout cas pour la Société française d'allergologie, c'est le point de la prévention. Alors déjà, ce qui n'est pas polémique, pas de données suffisantes pour recommander des des pré ou des symbiotiques pour prévenir l'allergie aux protéines de vache, pas d'éléments pour faire des exclusions alimentaires pendant la grossesse ou l'allaitement, bien au contraire. Il est même probable que les exclusions alimentaires, comme je vais le montrer un peu tout à l'heure, augmentent le risque. Les laits HA ont disparu en France, avec cette dernière méta-analyse qui n'a pas montré d'effet préventif des hydrolysats, qu'ils soient extensifs ou partiels. Donc l'Académie américaine de pédiatrie a été la première à dire que, alors qu'en 2008, elle avait dit qu'on pouvait donner aux enfants à risque des hydrolysats partiels ou extensifs pour prévenir l'allergie aux protéines de vache. En 2019, elle disait que ce n'était plus la peine. L'Académie européenne d'allergologie, en 2021, 2 ans plus tard, a dit à peu près la même chose. Et ces deux recommandations sont reprises par l'ESBGAN et la Société française d'allergologie. C'est-à-dire les deux articles que je vous ai présentés au début. Donc, ils reprennent et ils confirment ça. Ensuite, on a la fameuse Dangerous Bottle. Vous savez, c'est ce biberon qui est donné à la maternité chez les nouveau-nés destiné à être exclusivement allaités, avec cette fameuse étude publiée au siècle dernier, avec 5000 nourrissons randomisés alors qu'ils sont exclusivement allaités pour recevoir un lait standard, du lait de femme pasteurisé ou un hydrolysat poussé. Et les enfants qui ont reçu des protéines entières font 2 fois plus à peu près d'allergie aux protéines de vache que ceux qui ont reçu du lait de femme ou un hydrolysat poussé. Alors c'était une vieille étude qui a été confirmée par les études les plus récentes. Très belle étude randomisée ici. Donc ils ont randomisé les enfants, 302 enfants, pour recevoir, en plus de l'allaitement, soit des protéines du lait de vache entière, soit rien du tout ou une formule à base d'acides aminés. Et au cours des 2 premières années, vous voyez que les IgE anti-PLV sont 2 fois plus fréquents
dans le groupe qui avait reçu ces quelques protéines du lait de vache, et l'allergie aux protéines du lait de vache 10 fois plus fréquente. Ensuite, dans ce travail rétrospectif que nous avons fait dans le service avec Karine Garcette, on avait trouvé, en comparant des nourrissons avec allergie aux protéines de vache à des témoins, que parmi les facteurs indépendants de risque d'allergie aux protéines de vache en analyse multivariée, donc en tenant compte des facteurs confondants, le fameux biberon de complément à la maternité faisait partie des risques. On avait les antécédents familiaux. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'éviction des produits laitiers pendant la grossesse était un facteur de risque. Donc, attention que les mamans n'excluent pas les aliments et prennent au contraire plein d'aliments pendant la grossesse et pendant l'allaitement. L'autre question qui était posée, c'est de savoir si prendre un biberon ponctuel au cours du premier mois de vie après la sortie de la maternité, alors que l'enfant est exclusivement allaité, est-ce que ça augmente le risque? Et la réponse dans notre travail était non, mais réponse qui a été contredite par une autre étude, belle étude, de près de 2000 nourrissons, qui a montré que, vous voyez, prendre des compléments ponctuels, alors c'est vraiment ponctuel, c'est-à-dire moins de 5 compléments au cours des 2 premiers mois. Donc, vous voyez, c'est des enfants exclusivement allaités. Eh bien, il y avait 62 fois plus de risque de développer une allergie aux protéines de vache que ceux qui étaient exposés de manière continue aux protéines du lait de vache. Donc, très clairement, on sait maintenant qu'il ne faut pas cette dangereuse bottle, c'est-à-dire proscrire les biberons de complément à la maternité chez les nouveau-nés qui sont exclusivement allaités. Un enfant qui est destiné à être exclusivement allaité ne devrait pas recevoir de biberon. S'il y a une nécessité absolue parce qu'il a risque d'hypoglycémie, il faut soit un hydrolysat extensif de protéines du lait de vache, soit des acides aminés. Alors, autant la Société française d'allergologie le dit clairement dans ses recommandations, étonnamment, l'ESBGAN ne le dit pas aussi clairement. Il dit qu'on n'a pas encore suffisamment d'éléments pour recommander de ne pas donner d'hydrolysat à la place de PLV entière. Je pense que bon, ce n'est pas la première fois que l'ESBGAN dit des bêtises en nutrition, mais là, je pense que c'en est une. Enfin, dernier point, le plus polémique, à chaque fois que j'en parle, ça soulève des polémiques, donc je vais essayer de le dire très calmement. C'est des enfants exclusivement allaités, cette fois on est en sortie de maternité. Dans ce premier travail, donc, qui est assez récent, les enfants ont reçu 10 ml par jour de lait, ou rien du tout, et on les a revus à 6 mois. Ceux qui n'avaient pas reçu les 10 ml de lait, qui avaient été exclusivement allaités, 7% font une allergie aux protéines de vache. Ceux qui ont reçu 10 ml de lait par jour, en plus de l'allaitement, il n'y en a que 0,8%. Donc c'est le premier travail qui laissait entendre que donner 10 ml par jour de lait pouvait diminuer le risque d'allergie aux protéines de vache. Alors un deuxième travail a été dans le même sens. Vous voyez, ils ont regardé l'incidence cumulée sur 1 an selon le mode d'alimentation. C'est un travail que je vous ai déjà présenté. Et l'allergie IgE médiée aux protéines de lait de vache ne se voyait que chez les enfants exclusivement allaités. Tous les autres qui recevaient soit totalement, soit en partie les protéines du lait de vache n'avaient pas ce risque. Enfin, un dernier travail récent aussi, chez les enfants qui avaient reçu la fameuse Dangerous Bottle. En plus de recevoir la Dangerous Bottle, soit il y en avait qui continuaient à prendre des protéines du lait de vache ponctuellement, soit ceux qui arrêtaient. Je rappelle que déjà, une espèce de sensibilisation, puisque prendre la Dangerous Bottle, ça augmente déjà le risque d'allergie aux protéines du lait de vache. Et donc, ceux qui avaient pris la Dangerous Bottle et qui n'avaient pas ensuite continué, c'est-à-dire qu'il y avait eu des biberons ponctuels, vous voyez qu'il y avait 41,2%, ce qui me paraît énorme, qui développaient une allergie. Alors que si on prend l'autre bout, c'est-à-dire ceux qui ont eu de manière continue des protéines du lait de vache, alors que ceux-là sont allaités, eh bien on passait 0,6%. Et entre les deux, c'est des enfants qui ont eu, vous voyez, des biberons ponctuels au cours des 2 premiers mois ou des 3-5 premiers mois. Et ceux-là, ils ont un risque augmenté. Donc ceux qui avaient le moins de risque de développer une allergie aux protéines du lait de vache, c'est ceux qui étaient en allaitement mixte continu. C'est ceux qui sont là, 0,6%. Donc associer allaitement mixte, associer protéines du lait de vache et allaitement, ça semble être une possibilité. Enfin, donc, la Société française d'allergologie, l'ESBGAN bien sûr ne prend pas du tout ça, a passé le cap en disant qu'il faut donner des compléments de 10 ml par jour chez les enfants allaités. Mais on est tous d'accord qu'il faut des études ultérieures pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. Alors, ce qu'on reproche, c'est mon avant-dernière diapo, c'est est-ce que ça ne va pas gréver l'allaitement? Alors, on n'a pas d'études concrètes, mais l'étude HIT, qui était une diversification des enfants entre 3 et 6 mois
versus un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois ne montrait pas de différence dans les deux groupes en termes d'allaitement. L'étude SPAD, dont je vous ai parlé, avec les 10 millilitres de lait par jour entre 1 et 3 mois, 70% des nourrissons étaient encore allaités à l'âge de 6 mois dans les deux groupes. Enfin, une étude plus récente où c'était une diversification alimentaire à 3 mois ou après 4 mois chez des nourrissons allaités, eh bien 50% étaient encore allaités à 1 an dans les deux groupes. Donc, on n'a pas d'étude directe, mais on a des éléments pour penser que c'est 10 millilitres, c'est-à-dire 2 cuillères à café par jour. Mais je sais que vous allez dire que ça va diminuer le risque de diminuer la durée de l'allaitement. Enfin, la science, en tout cas, semble aller dans le bon sens. Donc voilà, les messages, l'APLV est surdiagnostiqué. On peut suspecter une APLV devant un RGO ou une constipation qui semble résister au traitement, mais pas devant des pleurs isolées. Les proctocolites, elles guérissent, dans la plupart des cas, après 4 semaines d'exclusion. Les APLV non IgE médiés doivent toujours être confirmés 2 à 4 semaines plus tard. Les hydrolysates PLV ou de riz peuvent être donnés en première intention. Les biberons de complément à la maternité, cette fois, c'est à peu près consensuel, il faut les éviter. Et puis les compléments quotidiens de lait. La Société française d'allergologie a passé le cap. Pour l'instant, c'est pas du tout consensuel, on va dire. Mais on verra dans les années qui viennent si c'est quelque chose qui vaut la peine d'être poursuivi ou pas. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur.